Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, dans le Cercle de Confiance, on parle avec Mathilde Petit-Velasco, cofondatrice de Somalté, ces fameux bols à croquer qui font réfléchir sur notre façon de vivre et de consommer. Bonjour Mathilde. Bonjour Christelle. Vous avez une idée qui est partie vraiment d'un engagement écologique. Ça a été de créer des bols à croquer gourmands et zéro déchet. Exactement. C'était après un concours qui était autour de la revalorisation de la drèche. Alors la drèche, c'est les céréales qu'on utilise pour faire de la bière. Et on a appris que certaines personnes réutilisaient cette drèche en faisant des crackers. Oui. Et nous, on s'est dit, des crackers, c'est suffisamment résistant, pourquoi pas donner une forme différente à ce crackers pour qu'il ait une double fonction. Et donc de là est partie l'idée des bols à croquer. Donc double fonction, c'est remplacer le pain des repas finalement et faire office de contenant. Exactement. Tout en revalorisant un coproduit. Comment est-ce qu'on en arrive là en fait ? Je pense que nous on est un peu tombé par hasard dedans parce que vraiment au début on a fait ce concours, c'était à la sortie de l'école avec mon associé. On était dans la même école de design. On a fait ce concours vraiment par plaisir. On voulait s'amuser. Et on a gagné ce concours et de fil en aiguille, on a fait la Paris Design Week, on a rencontré des particuliers, on a rencontré des professionnels. Tout le monde était très emballé par notre idée et on s'est dit pourquoi pas le lancer quoi. En fait, ce que vous avez fait, c'est que au sortir de l'école, vous avez passé le concours où vous vous êtes rendu compte que c'était une bonne idée. Et ensuite, alors comment est-ce qu'on met ça en place ? Rencontrer beaucoup de personnes, des professionnels pour tester l'idée. On a énormément testé nos recettes. Au début, nos bols n'étaient absolument pas gourmands et nos cobayes ont souffert. Mais au fur et à mesure, on s'est amélioré dans la recette et ensuite en discutant avec les gens, avec les professionnels, avec nos potentiels clients, on a vu quelles étaient les formes qui pouvaient être intéressantes pour leur business. Quand vous dites on s'est beaucoup amélioré pour les recettes, c'est-à-dire que vous étiez chez vous et que vous vous testiez Exactement. Il y en a qui tout ont simplement créé leur start-up dans leur garage, nous c'était dans la cuisine. D'accord. Mais vous n'avez pas de formation culinaire à la base? Pas du tout. Pas du tout. On est deux designers et en fait, ce qu'on faisait, c'était du design culinaire. Mais c'est vrai que le design culinaire, c'était pas dans notre formation de base. Et on a appris sur le tas, quoi. Donc après, on s'entoure de professionnels et comment on met ça en place? C'est voir aussi les ressources qu'on a autour de soi. Je pense qu'en France, on a quand même pas mal de chance d'être assez bien entouré avec beaucoup d'aides, des subventions, tout ça. Donc, se renseigner sur les incubateurs, sur les accompagnements qui sont offerts, d'autant plus pour les projets à impact. Il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc un peu pour faire un peu la chronologie. On a fait la Paris Design Week, on a commencé à tester énormément, on a fait la Social Cup de Make Sense, on est arrivé demi-finaliste, ce qui nous a permis de rapporter un prix qui était un prix de La Poste pour une prochaine campagne de crowdfunding. Ok. Ensuite est arrivé le Covid. Donc ça, c'était un peu compliqué. Ça permet d'affiner ses recettes chez soi. Exactement. On s'y attendait pas au Covid. Et en plus, le Covid, ça a apparu vraiment au moment où on allait commencer à tester un peu plus à grande échelle nos produits auprès des consommateurs. Donc ça nous a un peu coupé dans notre élan. Après, on a intégré un incubateur spécialisé dans la food, qui était Smart Food de Paris Co. On a demandé une subvention de la BPI pour faire de la R&D. Oui. Et donc ça, c'était en septembre 2020.
Et c'est vraiment quand il y a eu la fin du Covid où là on a eu un énorme boom, où là on a pu vraiment sereinement tester nos produits, notre production et on a pu vraiment se développer jusqu'à trouver un moyen de production avec une ESAT qui sont actuellement en train de faire nos produits. Une ESAT. C'est quoi une ESAT pour le grand public? Une ESAT, c'est une manufacture qui est tenue par des personnes en difficulté, en situation de handicap, et ça leur permet de se réinsérer dans la société. Voilà. Double engagement donc de votre part. Vous avez lancé une campagne de crowdfunding avec l'accent. Crowdfunding, oui. C'était en novembre 2021. Oui, sur KissKissBank. Comment? Oui, sur KissKissBank. Oui. Exactement. Donc ça, c'était pour industrialiser votre production. C'était après les subventions, après les prêts, hop, campagne de crowdfunding pour avancer. Exactement, et aussi faire un peu le buzz, un peu une campagne de communication. Et ça nous permettait, oui, en effet, de continuer à faire des tests pour créer une machine et augmenter la production. D'où ça vient votre engagement comme ça, de vous dire un jour il faut arrêter le jetable, qui est un gâchis de ressources et d'énergie, et nous on va participer à ça? Donc, pendant mes études de design, je suis partie en échange universitaire en Inde avec mon associé, justement, associé ami. Et je pense que pour nous deux, en tout cas pour moi, ça vient de là, mon engagement. C'est quand je suis allée en Inde. Parce que en Inde, on voit les conséquences de la crise écologique. On voit des montagnes de déchets. Et c'est extrêmement choquant. Et c'est là où j'ai réalisé que tous ces déchets, c'est pas que des déchets que les Indiens produisent, pas du tout. C'est aussi des déchets que les Européens, que les pays occidentaux, ils externalisent. C'est nous qui leur envoyons. Oui, parce qu'en Europe, on est assez fort. On les voit pas trop les déchets. Mais en fait, faut savoir que derrière, soit ils sont enfouis, incinérés ou même exportés. Le taux de recyclage, il est pas énorme, je crois. Je crois que par exemple à Bangalore, il y a des montagnes de trottinettes électriques. Faut diminuer, faut même arrêter de produire des déchets et il faut le faire à la source, quoi. Et l'idée avec Somalté, avec des bols à croquer, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de déchets. C'est pour ça qu'on a vraiment mis l'accent sur le côté gustatif. C'est que on veut que les gens ils mangent leur bol et à la fin, on n'en parle plus. Et bon pour les papilles, et bon pour la santé en même temps. Vous avez travaillé aussi sur cet aspect-là, santé? Oui, exactement. Faut savoir que la drèche a pas mal de propriétés nutritives très intéressantes. C'est riche c'est source de protéines, c'est riche en fibres. Il y a aussi des acides aminés et c'est très pauvre en gluten. Et on a aussi fait attention d'avoir une composition très simple. On a de la drèche, de la farine de blé, farine de riz, huile de tournesol, sel, eau, et puis voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors, selon vous, chacun à notre niveau, quand on veut commencer à agir pour la planète? Alors moi, je conseillerais d'y aller petit à petit. Parce que quand on rencontre de l'ampleur du problème, ça peut paralyser. Et en fait, il y a tellement de choses à faire. Enfin, tellement de choses. Enfin, ça peut aller de nos produits de beauté à notre alimentation, à nos produits ménagers, à notre banque. Choisir une banque verte, à notre fournisseur d'énergie, à nos déplacements, c'est énorme. Donc moi je pense qu'il faut y aller petit à petit, peut-être se dire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je change quelque chose. Cette semaine je vais changer mes cotons en des cotons lavables. Cette semaine je vais commencer à diminuer la part de viande dans mon alimentation. Cette semaine, je vais remplacer mes produits ménagers très mauvais pour la santé, pour la planète, par peut-être du vinaigre blanc.
Mais les entreprises commencent à s'y mettre un petit peu. On voit avec les départements RSE qui fleurissent dans les diverses entreprises. Oui et non, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à ouvrir les yeux et aussi des startups qui justement proposent des solutions innovantes. Mais on voit aussi beaucoup de greenwashing. Greenwashing. Et aussi, au-delà du greenwashing, aussi tout simplement une méconnaissance des impacts. Parce que au final, et ça c'est aussi le rôle du designer, quand on conçoit un produit par exemple, faut pas juste concevoir pour la fin de vie. Faut aussi réfléchir à l'extraction des ressources, à la production, à la distribution, à l'utilisation. Et en fait, toute cette chaîne a un impact. Et par exemple, donc les packaging, évidemment, on s'est énormément renseigné sur les packaging. On a interdit le plastique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé des alternatives. Mais est-ce que ces alternatives sont réellement écologiques? Bah non, elles sont même pires. Par exemple, la vaisselle en carton qu'on voit partout, en craft, qui fait très écolo parce que c'est en craft, c'est pire parce que c'est du carton avec souvent un film plastique en PLA pour l'étanchéité ou un produit chimique. Donc ça combine le pire du carton et le pire du plastique. Ou par exemple, d'autres solutions, c'est de la bagasse. Donc en soi, de la bagasse, c'est un coproduit de la canne à sucre. Donc en termes d'extraction des ressources, on est au top parce que là, ça n'utilise pas des ressources en plus. Sauf que après, ils mettent des produits chimiques pour l'étanchéité. Sauf que ces produits chimiques, ils sont cancérigènes pour la santé humaine et donc de facto aussi pour la nature, si ça se retrouve dans la nature. Ah oui, c'est un casse-tête, hein. Exactement. Donc en fait, on est un peu dans un monde de rustine. Genre, il y a un problème, on va essayer un peu vite fait de colmater. Alors qu'en fait, il faut vraiment réfléchir de A à Z notre façon de vivre et de consommer. Parce que on a interdit le plastique. Mais en fait, c'était pas que ça le problème. C'est juste la vaisselle jetable, tout simplement. Et faut réfléchir à de vrais usages différents. Merci beaucoup Mathilde. Merci à vous. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.